Futur pilote du LM, bonjour à toi. Bienvenue sur la vidéo briefing M01.2 qui traite de l'inspection du moteur et de la visite pré-vol sur ULM 3 axes. Ici on s'appuiera sur un exemple de moteur de type Rotax 912. Allez, bon visionnage. Contrairement à la pratique en aéroclub avion, les pilotes du LM ont pour habitude d'inspecter en profondeur le compartiment moteur de leur machine avant chaque séance de vol. C'est un usage qui découle de la culture de pilote propriétaire répandue dans la discipline. Cela est réalisé au moins une fois par jour avant le premier vol sur moteur froid. Tu seras donc amené à réaliser cette opération à chaque fois que tu seras le premier à voler. Pour commencer, il faut retirer les vis de fixation du capot moteur supérieur et retirer celui-ci en le déposant délicatement à plat dans une zone où il ne risque pas d'être piétiné. Quand elles ne sont pas solidaires du capot, une bonne pratique est de déposer les vis dans l'ordre de démontage sur le plancher du poste de pilotage. Deux avantages, on les repositionne facilement et on peut se rendre compte qu'une vis a été oubliée en s'installant à bord. On peut commencer par une inspection générale du compartiment moteur. On essaie de repérer les fuites de liquide, huile, essence, refroidissement. Une bonne pratique est d'utiliser les marques de cire rouge déposées sur les pièces de serrage. On peut ainsi détecter un défaut de serrage en cas de désalignement des repères. Comme tu as accès au bâti qui supporte le moteur, tu peux contrôler l'absence de cric et l'état des cylindres blocs. Tu peux faire la même vérification sur le haut de la jambe de train avant pour les ULM à train tricycle. On peut aussi observer l'état du réducteur qui transforme le mouvement du moteur pour le transmettre à l'hélice. L'inspection moteur est structurée autour de la logique de fonctionnement de ce dernier. Tu devras observer dans l'ordre les 4 circuits de ton moteur en suivant leur flux. On va donc suivre le circuit d'essence, carburation et d'échappement, le circuit d'huile, le circuit de refroidissement et le circuit électrique. Pour comprendre le circuit d'essence, on peut revoir le schéma disponible dans le manuel du moteur. Pour une inspection logique, tu dois partir du ou des réservoirs, vérifier l'état des durites de carburant apparentes et les éventuels filtres, le fonctionnement du levier d'ouverture et fermeture du réservoir. Celui-ci doit impérativement être remis et rester en position ouverte. Il doit néanmoins pouvoir se fermer en cas de feu moteur. Le circuit arrive ensuite dans le compartiment moteur en traversant la cloison coupe-feu ou par le plancher et rejoint une pompe mécanique entraînée par le réducteur à l'avant du moteur. La pompe pulse le carburant vers les 2 carburateurs situés sur le dessus du moteur. Une pompe électrique peut compléter le circuit. Les carburateurs doivent être en bon état, sans fuite. Les filtres à air doivent être propres et bien fixés. Pense à vérifier la course de la manette de gaz et le bon réglage des butées sur les carbus. Idem pour le starter. Sur certains montages, tu peux trouver une boîte à air qui capte l'air chaud du moteur pour réchauffer l'air du mélange. Il faut alors contrôler le fonctionnement du clapet d'entrée d'air. En dessous du moteur, tu peux examiner le circuit d'échappement, mais cette partie est souvent moins accessible. Le circuit d'huile comporte un récipient principal dans lequel l'huile peut être inspectée. Sur le Rotax, l'huile s'écoule sur le bas du moteur à froid et la bâche se vide. La première chose est donc de la répartir dans le circuit. Pour ce faire, tu dois procéder à un brassage moteur. Cela consiste à faire tourner l'hélice pour activer la pompe mécanique du circuit d'huile qui se situe sur le bas moteur. Pour réaliser cette opération, 2 précautions essentielles sont à observer. La première, tu l'as déjà vue dans notre vidéo M01.1. Toute action autour du moteur et de l'hélice impose de vérifier que les contacts sont bien off. Dans ce cas, c'est encore plus vital car on va faire tourner le moteur et naturellement, il produira des étincelles si les magnétos sont on. Le danger est donc maximal puisqu'on tient l'hélice à pleine main. La seconde précaution est de faire tourner l'hélice dans le bon sens. Le manuel moteur t'en dira plus sur le sujet. En général, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre quand on regarde l'ULM de face.
Mais il y a des exceptions. Les renforts métalliques sur les bords d'attaque de l'hélice peuvent te renseigner sur le bon sens. Prends conseil en cas de doute. Quand l'huile sera suffisamment répartie, tu entendras le moteur émettre un gargouillement caractéristique. Tu peux alors réaliser une mesure de niveau avec la pige dans la bâche à huile. Si le niveau arrive près du repère bas, tu peux faire un complément d'huile. Il faut prendre la bonne référence et en mettre une quantité adaptée. Ici, on procède par itération de 0,2 litres pour ce Rotax. Inutile de refaire la mesure après le complément. L'huile ajoutée est incolore et tu ne verras pas le niveau réel. Par contre, il faut noter la quantité ajoutée dans le carnet d'entretien pour le suivi technique du moteur. Les moteurs consomment une quantité d'huile variable au cours de leur vie. C'est une information précieuse pour le mécanicien qui suit le moteur. Il ne faut surtout pas oublier de replacer le bouchon et la pige à leur place. La suite du contrôle sur le circuit d'huile consiste à suivre le parcours des durites d'huile entre le moteur, le radiateur et le bocal, pour s'assurer de l'intégrité du circuit. Les éléments à contrôler sont situés sous le moteur, donc difficiles à observer. Depuis la bâche à huile, tu trouveras le radiateur, la pompe, le filtre, puis la circulation dans le moteur lui-même. Le flux ressort par le bas moteur et retourne vers la bâche. Comme pour l'huile, le liquide de refroidissement est entraîné par une pompe en bas de moteur. Selon la configuration moteur, elle n'est pas forcément très accessible, tout comme les durites du radiateur. On peut quand même apercevoir le branchement des durites à l'entrée du radiateur et vérifier leur bonne connexion. Lors de l'inspection, on peut facilement observer le circuit supérieur qui sort des 4 cylindres et contrôler les durites apparentes. Elles convergent au niveau du vase à expansion et une 5e repart vers la pompe à l'arrière du moteur. Le contrôle du niveau de liquide se fait au niveau du flacon de trop-plein qui est connecté au vase. En cas de manque de liquide, le complément se fait par le bouchon du vase à expansion. Attention à ne jamais l'ouvrir sur un moteur chaud. Il faut aussi le refermer correctement pour ne pas risquer une fuite majeure. Le circuit électrique se situe principalement sur le dessus du moteur, donc assez visible. Mais à part contrôler l'intégrité, on n'a pas de véritable moyen de contrôler son fonctionnement. Le risque principal est que les fils soient en contact avec des surfaces chaudes et que les gaines fondent. Sur le Rotax, 4 bobines sont reliées à 8 bougies, soit 2 par cylindre, dessus et dessous. On peut contrôler que les capuchons antiparasites sont bien enclenchés sur les bougies. Tu peux aussi prêter attention aux différentes sondes qui se trouvent sur le moteur pour la mesure de température, de l'huile et du moteur. S'ils sont accessibles, tu peux aussi inspecter le démarreur et la batterie. Il faut ensuite remettre en place le capot et verrouiller correctement les vis de fixation en s'assurant de n'en oublier aucune. La visite pré-vol est à faire avant chaque vol, même si l'avion a volé juste avant avec le même instructeur. C'est une inspection qui ne comporte aucun démontage. On se contente de vérifier les points apparents de la machine. Cette inspection se déroule de manière organisée et on conseille de la réaliser avec la checklist en main pour ne manquer aucune étape. On commence en général par une inspection intérieure de la cabine de pilotage. On peut brancher les systèmes électriques pour tester les feux extérieurs et les systèmes du tableau de bord. Puis on coupe tous les systèmes électriques, on vérifie que les magnétos sont coupés et les clés enlevées et déposées sur le tableau de bord bien en évidence. On poursuit en actionnant les commandes dans leur débattement maximum afin de vérifier l'absence de point dur. Il faut penser à regarder sous le tableau de bord, dans l'espace des palonniers, qui doit rester bien dégagé et exempt de tout objet qui pourrait les bloquer. Pense également à embarquer les papiers de l'ULM et à contrôler le bon fonctionnement du harnais de sécurité. Tu dois aussi vérifier la bonne mise en place de la goupille de parachute pour éviter toute fausse manœuvre à l'embarquement. Au sujet du parachute de sauvetage, nous te recommandons la vidéo de la chaîne FF Plume disponible dans la fiche. On passe à présent au tour extérieur de l'ULM, de préférence toujours dans le même sens. On vérifie d'abord l'avant de l'appareil. Tu dois inspecter l'hélice afin de t'assurer qu'elle ne présente pas d'impact sur son bord d'attaque et sa casserole. On contrôle les entrées d'air et les radiateurs, l'état de la jambe de train, de la roue et de la fixation du capot moteur.
On s'assure aussi d'avoir retiré la béquille et éventuellement les cales. On passe à l'aile et au train gauche, dans le sens de l'avion. Tu dois notamment vérifier toutes les attaches des ailes et des haubans, à l'emplanture du fuselage et sur l'aile. Pour mémoire, le montage normal en aéronautique est boulon tête en haut. Des repères de couleur permettent de mieux juger d'un défaut de desserrage. Parfois, les trappes permettent de voir la timonerie à l'intérieur de l'aile. Toutes les pièces en mouvement, ailerons et volets, éventuellement les aérofreins, doivent être contrôlées. On regarde les écrous, les goupilles et les éventuelles butées. L'état de la surface des ailes et des gouvernes est aussi à contrôler. Un trou ou une déformation peut être une source de problème. Fais aussi un contrôle de la position du bouchon de réservoir. Au passage sur l'aile gauche, on trouve généralement la prise d'air pitot. C'est le moment de retirer le cache-pitot. Tu dois aussi inspecter le train gauche et vérifier qu'il n'est pas criqué, flambé ou dévissé. Le pneu en bon état, les plaquettes et les disques de frein propres et fonctionnels. Absence de fuite ou d'air dans le circuit hydraulique. Tu peux aussi contrôler la porte de la cabine en vérifiant qu'elle soit étanche et que son mécanisme de verrouillage est opérationnel. Sur le fuselage, tu peux à présent retirer les flammes qui obturent les prises d'air statiques. Puis il faut réaliser une inspection du compartiment du parachute de secours et de l'état de surface du fuselage. L'état des antennes est aussi à surveiller. Au niveau de l'empennage, tu procèdes comme pour les ailes, en vérifiant l'état de surface et la fixation du plan horizontal. Pour les gouvernes, tu vérifies de la même manière l'état des câbles de direction, les axes, goupilles et marques d'écrou. Il peut y avoir un patin de queue, il est à contrôler également. Pour la suite du tour, tu procèdes de manière symétrique en général. Quand ta prévole est bien complète, tu peux passer à l'installation à bord. Pour une autre présentation du sujet, nous te proposons le lien vers la vidéo de la FF Plume sur le thème de la prévole. C'est la fin de cette vidéo, mais pas celle du module M01. Pense à visionner la vidéo complémentaire M01.3 sur les documents de l'ULM et du pilote. Bon vol à toi!